la triptyque chaleur, chauffage, isolation. Et là, voilà, on a résolu tous les problèmes du bâtiment en ce qui concerne le confort. Non, je suis désolé, il y a plein d'autres critères à prendre en compte et on nous a embarqués sur des critères qui ne sont pas les bons. On doit satisfaire nos besoins d'aujourd'hui en ménageant la capacité pour les générations futures de satisfaire les leurs. Dans une autre marmite. Bonjour Claude, merci beaucoup de nous recevoir dans ta maison, qui est en cours de rénovation actuellement. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Claude Defrançois, donc Claude, tu es connu sous la chaîne Papy Claude sur YouTube, par 150 articles qu'on trouve sur Build Green, qui est un des magazines sur Internet référents. Mais tu fais encore plein de choses. Tu viens de sortir un livre, Maison écologique, construire et rénover. Tu viens de sortir un blog, Soigner l'habitat. Pourquoi fais-tu tout ça ? Alors déjà, bonjour Geoffrey, merci d'être venu chez moi, je suis heureux de t'accueillir dans ma maison. Alors pourquoi je me suis senti quasi investi d'une mission ? Parce que c'est presque messianique mon affaire. Je suis papa et grand-père, d'où ce nom de Papy Claude. Je voyais bien qu'on allait vers un dérèglement climatique, je voyais bien qu'on faisait des choses qui n'étaient pas bien, qu'on consommait des ressources, des énergies fossiles, qu'on relâchait des gaz à effet de serre. Tout ça, j'en avais conscience. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a environ une vingtaine d'années, un peu plus même, je me suis réorienté dans mes travaux, dans mon activité de bâtiment, vers l'écologie, vers le biosourcé, etc. Mais je me disais très égoïstement, vu mon âge, je ne connaîtrais pas ça. Et puis, les hommes sont suffisamment malins, ils ont toujours su se tirer et se sortir de situations extrêmement difficiles, ils trouveront des solutions. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que déjà, l'homme est malin, mais pas autant qu'il le croit, parce que les solutions, on nous les promet, on les attend, mais elles n'arrivent pas. Et surtout, je me suis fait rattraper par l'envolée du dérèglement climatique qui s'est accéléré à des vitesses que personne ne prévoyait, quoi. Le GIEC, chaque année, alors on y croit pas, on va pas rentrer on va pas développer ça, mais chaque année nous dit, finalement, ça va plus vite que ce qu'on avait imaginé. Et on avait prévu 3 scénarios, c'est classique, il y a le scénario ça va aller, le scénario ça va être dur, et le scénario ça va être extrêmement difficile. Et là, on a l'impression qu'on va dans le scénario très difficile. Oui, tous les scénarios, on va s'en sortir, tous les scénarios ça va aller, qui ont été imaginés au fil des années, chaque fois qu'il y a un nouveau rapport du GIEC, on entend dire finalement c'est le pire du pire qu'on avait prévu qui se produit. Et donc ça va toujours plus vite. Et j'ai été rattrapé par ce dérèglement climatique. Je suis ici dans l'Allier. Par exemple, cette année, ça s'est un peu mieux passé. Il y a eu une sécheresse généralisée, mais nous, on a subi cette sécheresse au même titre que d'autres régions. Donc on a souffert. La nature a souffert. Hein. Et nous, par voie de conséquence, puisqu'on n'est pas déconnecté de la nature, on en fait partie. Et donc, par contre, l'année dernière, ici, là où j'habite, on a passé 72 jours sans une goutte d'eau. Alors, j'avais un puits, bien évidemment, j'arrosais mon jardin, parce que oui, je fais un potager, j'ai eu pas mal de terrain, j'ai des arbres fruitiers, etc. Je suis pas malheureux, je suis même plutôt très confortable dans ma vie. J'ai beaucoup de chance, sauf que de sécheresse en sécheresse, au bout de 3 ans, j'avais une trentaine de résineux, j'ai presque 3 hectares, il y a un bois, il y a un pré, il y a un champ, etc. Ouais, c'est vrai que je suis bien, quoi. Mais mes 30 résineux, il n'y en a plus que 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90% sont morts. Sur les 3 qui restent, j'avais un cèdre bleu, la tête a été cassée par un coup de vent. Donc je peux dire qu'il m'en reste 2,5. J'avais 2 bouleaux. Je prélevais donc la sève de bouleau tous les printemps. Je me faisais ma cure avec mes bouleaux. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube Papy Claude, j'ai une vidéo sur le prélèvement de sève de bouleau. Aujourd'hui, je ne peux plus. Mes bouleaux sont morts. J'avais 2 châtaigniers, je suis obligé d'aller ailleurs. Mes 2 châtaigniers sont morts. Ce réchauffement climatique, tu le vis ? Je le vis, mais physiquement difficile, quoi. Parce que quand j'ai acheté ici, c'est assez récent, j'ai planté des arbres. J'avais 3 poiriers, il m'en reste 1. J'avais 3 pommiers, il m'en reste 2. J'ai planté des cerisiers, j'en ai planté 2, 1 est mort.
Donc voilà, la sécheresse, c'est ça. Donc je suis impacté aujourd'hui dans ma vie. Et j'ai des enfants qui ont la quarantaine à quelque chose près, je me dis, ça va être difficile pour eux. Mais j'ai des petits-enfants que j'appelle mes bilous. Eh bien, franchement, ça me prend au trip, quoi. Je suis mal pour mes bilous. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas admettre que, quelque part, ça va être difficile pour eux, beaucoup plus que pour moi. Alors, je te prie des sujets, Geoffrey. Mais bon, je suis un peu émotif. Et c'est vrai que je parlais de mission, je me sens une mission. Alors, moi, je peux quoi? Je peux pas. Je suis pas à la tête d'un État, je suis pas à la tête d'un gouvernement. Je ne suis pas un influenceur en capacité de changer beaucoup de choses. Je suis dans le bâtiment. Je suis un mec du bâtiment. Je suis pas né dans le bâtiment, j'y suis venu par amour. Parce que du jour où j'ai commencé à travailler dans le bâtiment, bon, j'ai travaillé dans la gestion de patrimoine, j'ai fait plein de trucs. Bon, voilà, j'ai eu plusieurs vies en une. Quand j'ai commencé dans le bâtiment, j'y suis resté. Parce que, comme disent nos amis canadiens, je suis tombé en amour avec cette activité. Je suis tombé en amour avec les maisons, avec la nécessité de permettre à chacun d'avoir un habitat. C'est le moins qu'on puisse offrir aux hommes. Voilà, on a la pyramide de Maslow, on la connaît tous plus ou moins. On a les besoins primaires, et parmi les besoins primaires, au-delà du boire, du manger et du se reproduire, où là chacun trouve sa solution, mais on a la nécessité de s'abriter. Et moi, je me sentais dans une mission de permettre à des hommes de s'abriter. Je suis obnubilé par deux choses. Qu'est-ce qu'on fait des ressources? Parce que les ressources, c'est le phénomène du capitalisme, hein. C'est comme ça, voilà, on va pas forcément, je n'ai pas de capacité à changer le système, mais on considère que la ressource est illimitée et qu'elle n'a de valeur que par le coût d'exploitation qui y est attaché. Or, oui, la Terre est ce qu'elle est. Alors, je me suis aussi rendu compte, j'entends des Elon Musk et autres qui ont des projets absolument extraordinaires d'aller habiter sur Mars. Il y en a certains, voilà, ils vont sur Mars, d'autres ils cherchent des planètes qui seraient habitables pour l'homme, etc. Moi, je constate une chose, je suis sûr d'une chose, on a un biotope dans lequel on peut vivre. Et c'est obligé qu'on puisse y vivre, puisqu'on s'est développé au fil des siècles, des millénaires, des millions d'années. L'évolution, on en a fait partie. Donc on est adapté à ce biotope. Et ce biotope auquel on est tellement bien adapté, ça s'appelle la Terre. Et si on doit chercher un autre biotope, déjà il est très loin de nous. Je suis intimement convaincu que très peu de gens, si tant est que ce soit possible, pourront y accéder. Comment fera-t-on le tri, etc. Tout ça, ça ne me va pas. C'est très lointain. C'est très lointain. Il y a une urgence. Et pour le moins improbable. Voilà, je ne dirai pas plus, c'est de l'intime conviction. Et effectivement, c'est très lointain et il y a une extrême urgence. J'ai constaté au fil du temps qu'on a des impacts tous, collectivement et individuellement. Alors, collectivement, c'est tous nos systèmes économiques, de mouvement, de déplacement. Bon, aujourd'hui, on est là en 2020, les déplacements sont un petit peu limités. Mais donc, ce qu'on est en train de vivre est lié aussi à tout ce qu'on a développé. Les hommes, de plus en plus, vivent en un endroit et travaillent en un autre. Bon, on est dans une situation donnée. Et les gens vont couramment habiter en un endroit et aller travailler en un autre. Avec, quand on est en ville, on passe des 1 heure, 2 heures dans les transports en commun. Notre impact transport en commun, déjà, n'est pas négligeable, mais malgré tout, il est admissible. Admissible. Autant qu'on pourra le réduire, autant ce sera mieux. Mais à la campagne, moi j'ai des gens que je connais, que je respecte, que j'aime bien, etc. Et qui font matin et soir 40-50 km aller, 40-50 km retour, chacun avec sa voiture individuelle, et chacun seul dans sa voiture. Parce que il y a quelqu'un d'autre qui va travailler dans le même secteur, mais il embauche 2 heures plus tard que moi, ou il débauche 1 heure avant moi, c'est pas pratique, etc. Et donc, beaucoup de nos impacts d'organisation sociale ou sociétale sont liés à nos choix d'implantation de notre résidence principale, au moins à la campagne. Et donc, là, je peux, moi, Claude Lefrançois, Papy Claude, avec mes moyens, avec mon savoir, peut-être influencer un peu les choses. D'où ce livre, Maison écologique, construire ou rénover. On pourrait réduire notre impact en faisant des choix plus judicieux individuellement.
40% des ressources que l'on consomme sont liées à notre habitat. Le construire, l'exploiter, l'entretenir, le chauffer, etc. Donc, c'est l'immense majorité de nos consommations est liée à l'habitat. Alors, de sa surface, du nombre d'habitats. Je suis dans une région où il y a beaucoup de résidences secondaires, et la résidence secondaire, ça veut dire que pour une entité familiale, il y a 2 bâtiments. Et donc, il y a 2 consommations de ressources. Et est-ce qu'on a la capacité, enfin, la possibilité de taper comme ça dans les ressources? Non. La Terre contient des éléments, et si on tape trop dedans, ben, un jour il en manque. Un jour on n'en aura plus. C'est exactement la définition du développement durable qui, je ne suis pas forcément dans le texte, mais dans l'idée, on doit satisfaire nos besoins d'aujourd'hui en ménageant la capacité pour les générations futures de satisfaire les leurs. Et donc si moi, pour mon bon vouloir, mon bon petit confort individuel, et parce que j'ai envie d'avoir une superbe résidence principale, et puis pourquoi pas 1, 2 résidences secondaires, et que je veux vivre, voilà, on est à 2, 3 personnes, on va faire une maison de 180, 200 mètres carrés parce qu'on en a les moyens, et on va nous dire, cette maison est écologique parce qu'elle a un impact carbone au mètre carré qui est faible. Ben oui, c'est vrai, son impact carbone est faible, mais individuellement, l'impact de l'individu est fort. Parce que peut-être qu'une maison beaucoup moins pertinente, beaucoup moins bien conçue, construite, qui va par mètre carré émettre 2, 3, 4 fois plus, mais si dans 200 mètres carrés on est à 2, et dans 80 mètres carrés on est à 5 ou 6, eh bien, chaque individu qui vit dans cette maison de 80 mètres carrés, qui peut-être est beaucoup moins vertueuse dans sa conception et dans sa construction, ben lui, individuellement, il va être beaucoup plus vertueux. Ayant été charpentier, je suis devenu, petit à petit, donc je suis parti dans la gestion de patrimoine. De la gestion de patrimoine, je suis revenu dans l'immobilier en tant qu'agent commercial en agence immobilière. À un moment donné, j'étais dans un secteur où on manquait de biens à vendre, il y avait une demande et on ne pouvait pas la satisfaire. Donc je me suis dit avec mes patrons de l'époque, ce qu'il faut c'est qu'on trouve des terrains et qu'on construise. Et là j'ai mis le doigt dedans, quoi. J'ai mis le doigt dedans parce que d'un coup, ça a été pour moi quelque chose d'assez extraordinaire. Je pouvais permettre à des gens d'avoir leur chez eux. Et bien sûr, ancien charpentier, ayant travaillé dans les chalets madriers, eh ben, j'ai conçu des chalets en madrier. Et je suis passé d'agent commercial à constructeur. Là, j'ai développé, donc je suis passé du madrier à la maison à plateforme porteuse, donc technique on pourrait appeler, c'est un peu un dérivé du colombage, etc. Bon bref, on a des potelets qui portent l'ensemble de la maison, on contrevente, on remplit. C'est la MOB, la maison Ossature-Bois, hein, dont on parle tellement aujourd'hui. Sauf que là, on est en 88, hein, ça date quand même un petit peu. J'ai construit des maisons, j'ai développé un principe constructif de maison Ossature-Bois en kit. J'ai participé grandement, je dirais, bon, anonymement, mais grandement, à la mise aux normes européennes des techniques de construction nord-américaines. Donc j'ai beaucoup donné dans l'ossature-bois. Et un jour, j'ai eu une dame qui a poussé la porte de mon bureau en me disant, voilà, j'aimerais construire 2 maisons ossature-bois, est-ce que ça vous intéresse? Bah oui, forcément, c'était mon cœur d'activité. Et donc, je suis allé voir le terrain. Pour moi, une maison, c'est pas le plan A ou le plan B qu'on met sur le terrain numéro 22. Ça n'a pas de sens. Une maison, un habitat, c'est une rencontre entre un lieu, des hommes, et un habitat qu'on va concevoir par rapport au lieu, par rapport aux hommes, etc., etc. Et donc, j'ai cette dame, on s'est bien entendu, c'était vers Morzine, je suis allé visiter son terrain, et elle me demande, on était en train de siroter l'apéro, parce que voilà, on est entre gens civilisés, c'est pas parce qu'on fait du business qu'on ne doit pas se faire plaisir. Et elle avait un autre acheteur pour la 2e maison, qui était là aussi, un ami à elle, et elle me demande, vous isolez avec quoi? Et on
On était en 98-99, donc au siècle précédent. Je dis, moi j'isole à la laine de roche, parce qu'on m'avait dit la laine de roche c'est mieux que la laine de verre. Moi je suis d'une nature où je fais un peu confiance. Et elle m'a dit, j'en veux pas. Ok, laine de verre, j'en veux pas non plus. Sinon, on peut aller vers la pétrochimie, polystyrène, polyuréthane, je n'en veux pas non plus. Et là, je me suis senti très mal, quoi. Je me suis dit, là, tu es en train de perdre ta cliente, mon garçon. Et quand on est dans le business, perdre un client, on évite quand même. Donc, je suis revenu à siroter un peu le martini, à parler d'autre chose. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, qu'on avait laissé tomber la pression de l'isolation, je dis, mais pourquoi vous ne voulez pas les isolants que je vous ai proposés ? Et là, elle me dit, vous ne m'avez pas demandé ce que je fais dans ma vie, quel est mon métier. Non, justement, parce que je ne pensais pas que c'était important, mais puisque vous en parlez, vous faites quoi dans la vie ? Elle me dit, je suis chercheur fondamental, CNRS, je crois, de mémoire, et mon orientation de travail, c'est dangerosité des laines minérales. Je resitue, 97-98. Pour ceux qui connaissent les laines minérales, 97, c'est une frontière. On est passé de la laine probablement cancérigène à non cancérigène. Et donc, elle me dit, moi, je ne veux pas de ça chez moi. Okay. La laine de roche, guère mieux, parce que on a des... Bon, elle est peut-être différente, mais bon, malgré tout, voilà, j'en veux pas chez moi. Ok, écoutez, expliquez-moi pourquoi, donnez-moi les détails, donc on va pas les détailler ici, et là, j'ai compris, j'ai dit, ok, plus jamais. Et polystyrène, polyuréthane, elle me dit, je connais moins, personnellement, mais j'ai des gens que je connais qui ont la même activité de moi, mais eux, dans ces secteurs-là, et je n'en veux pas non plus. Et j'étais mal, quoi. Parce que moi, je faisais de la maison bois, pensant que déjà, c'était écologique au possible, puisque je faisais de la maison bois, que j'essayais de ne pas trop traiter mes bois, etc., etc. Et là, j'ai cherché, quoi. Et là, j'ai découvert qu'il y avait tout un monde que je ne connaissais pas. Le chanvre, la ouate de cellulose, etc. Et j'ai jamais entendu parler de ces choses-là, moi. Et donc, je suis allé au-devant de ces solutions. J'ai cherché, je me suis formé. Et je suis tombé dans une autre marmite. Je suis tombé une première fois dans la marmite de la construction. Et je suis tombé, du coup, dans la marmite de la construction, mais dite écologique. Alors, je dis bien dite écologique parce que écologique, je ne sais pas où ça commence, je ne sais pas où ça s'arrête. J'ai une vague idée quand même de ce que c'est, sinon je n'aurais peut-être pas écrit dessus. J'ai fait ma révolution, moi, en 2000. En 2000, je suis passé de maître d'œuvre indépendant à artisan. Je me suis dit que là, artisan, j'avais plus de possibilités d'action personnelle sur les choses. Alors, certes, c'était limité, mais j'apportais ce que je pouvais. Et je suis devenu artisan spécialisé dans les isolants dits naturels, parce que aujourd'hui, tout tout-est-écologique. Quoi qu'on fasse, on est dans le vert. Envers et contre tout, je dirais. Voilà. Mais c'est pas forcément si simple que ça quand on creuse. Et entre autres, sur Bill Green, dont je suis un co-initiateur, j'ai quelques articles de dénonciation de greenwashing où effectivement j'ai déverdi quelques propos. Ça ne m'a pas valu que de me faire des amis, mais c'est pas grave, il faut que les choses soient dites et je me considère avoir ça dans ma mission. À l'époque, mon entreprise, je l'ai appelée Isolnat. Alors, je n'ai pas gardé ce nom-là parce que c'était trop proche du nom d'un industriel qui était beaucoup plus puissant que moi, parce que l'entreprise Isolnat, c'était moi et moi. Donc, c'est quand même une entreprise un peu limitée. Mais pour isolation naturelle, parce que le naturel, je savais mieux le définir que l'écologique. Et c'est devenu après isologique. Où là, effectivement, j'ai revendiqué quand même d'aller vers l'écologie, parce que, je dis, après tout, je suis au moins aussi écologique que les gens qui construisent des centrales nucléaires en béton. Donc, moi, je travaille dans l'habitat pour des gens pour qu'ils soient bien, et je n'en suis plus parti. Mais, à un moment, là, s'est produit une chose, c'est que mon principal fournisseur, qui était un fabricant d'isolants,
de Watt de Cellulose m'a proposé de devenir son responsable technique et formation pour toute la France parce qu'il s'implantait en France. Voilà, pour cacher les noms, c'était Isofloc, Isofloc, entreprise suisse, leader européen de la Watt de Cellulose à l'époque. Et en tant qu'artisan, et maître d'œuvre, j'avais pratiqué le sport national des indépendants, qui est de payer le moins de charges possible. Et l'âge avançant, je voyais la retraite arriver et pas très importante. Donc je me suis dit, devenir salarié, passer du bâtiment où on ne gagne pas beaucoup d'argent, beaucoup de gens pensent « Oh, les artisans sont des voleurs, les machins, etc. » On peut en penser ce qu'on veut. Ils ont le droit déjà de gagner de l'argent. Ils ont même le devoir d'en gagner. Mais ils n'en gagnent pas autant que ce que beaucoup de gens pensent. Ce ne sont pas parmi les plus fortement rémunérés. Et c'est dommage parce qu'ils ont une fonction très importante. Passant du bâtiment à l'industrie, je voyais mes revenus considérablement augmenter. Ma retraite approchant, je me suis devenu picsou et je me voyais les dollars, c'était quand même un petit peu mieux pour ma retraite. Donc j'allais avoir une retraite meilleure. Et donc j'ai quitté effectivement le bâtiment en tant qu'acteur directement sur le chantier pour aller vers responsable technique. Là, j'ai monté mon deuxième centre de formation puisque j'en avais déjà eu un quand j'étais artisan où je considérais qu'en tant qu'artisan spécialisé dans l'isolation naturel, écologique, il valait mieux que j'ai des bons confrères bien formés que des concurrents qui faisaient n'importe quoi. Donc je formais mes confrères. Et donc j'ai monté un centre de formation après avoir été embauché par Isofloc pour devenir leur responsable technique et formation sur la France, sur l'approche de l'isolation écologique globalement. Donc je ne m'en suis pas tenu à l'approche pour la Watt, ça n'aurait pas eu de sens. Mais pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les raisons, comment migrent les calories, etc. Et pourquoi faut-il isoler, et comment faut-il isoler, et après, avec quoi faut-il isoler. Et quand on a vu comment les calories migrent, quelles sont les lois physiques qui prévalent à cette migration des calories, et qu'on regarde de quoi on dispose pour lutter contre, tout naturellement, on va vers le biosourcé. Voilà, c'est comme ça, pour plein de raisons. Plus de chaleur spécifique, densité de mise en œuvre, j'en passe et des meilleurs. Mais pour tous ces concepts-là, je mettrai en commentaire les liens vers les vidéos qui en parlent. Ça fait partie d'une de tes missions aussi, c'est d'essayer de rendre accessibles des concepts qui sont assez compliqués à comprendre. Absolument. Et notamment, il y a un concept, par exemple, là, on est en train d'aller vers un dérèglement climatique, on en a longuement parlé, qui fait que de plus en plus, les canicules vont devenir le standard de nos étés. Et qu'on sait qu'il y a un point important l'été à prendre en compte, c'est le déphasage. Et le déphasage, les gens commencent à savoir ce que c'est que le déphasage thermique. On en est encore loin. Mais effectivement, ils en ont au moins un petit peu entendu parler. Moins que l'isolation, c'est sûr. Moins que l'isolation, c'est absolument certain. Une fois qu'on a découvert comment les calories migrent, comment on les perd, j'avais appliqué le grand concept général, le dogme dans lequel on est en train de naviguer tous, bêtement, qui est de dire le confort est lié à une température intérieure ambiante. Cette température intérieure ambiante minimale à atteindre, on peut l'avoir l'hiver parce qu'on chauffe, parce que justement on chauffe pour compenser les pertes et on a des pertes de calories. Et donc chauffer, ça coûte de l'argent, ça consomme des ressources et ça engendre des relâchements de gaz à effet de serre, particulièrement du CO2. Et donc c'est pas bien. Et donc plein de gens bien pensants, je pense plein de bonnes intentions, je l'espère. On dit on ne peut pas laisser des gens dans une telle situation. On ne parlait pas à l'époque de passoire énergétique, aujourd'hui on nous en parle beaucoup. On ne peut pas laisser les gens ne pas être à une température confortable. Et on a mis dans la tête des gens que le confort est lié à la température. Pour avoir cette température, il faut chauffer. Pour chauffer peu, parce que ça coûte trop cher et parce que ça pollue et consomme des ressources, il faut éviter les fuites. Et le seul moyen d'éviter les fuites, c'est l'isolation. Et ça, c'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. L'isolation contribue à limiter les fuites. Sauf que c'est la base qui n'est pas juste. C'est que le confort n'est pas lié qu'à une température.
Ça n'est même pas la raison principale, ce n'est même pas le critère principal. Ça, c'est un critère de correction, la température. Le confort est lié à d'autres choses qu'on développera peut-être un peu plus. Ayant compris toutes ces choses-là, je me suis dit, là, Claude, tu as une mission. C'est de faire savoir aux gens comment ça marche. Et notamment l'été, comment migrent les calories. Et les calories, on a une quantité de calories qui sort, mais on a surtout une vitesse à laquelle ça transite, enfin qui sort ou qui entre, parce que les fuites sont dans un sens l'hiver et dans l'autre sens l'été. Hein. Et l'été, c'est ce qui entre qui nous pose problème. Et la vitesse à laquelle ça pénètre, ça s'appelle le déphasage. Je reviens sur ce paradigme qui est la triptyque chaleur, chauffage, isolation. Et là, voilà, on a résolu tous les problèmes du bâtiment en ce qui concerne le confort. Non, le confort thermique. Je suis désolé, il y a plein d'autres critères à prendre en compte et on nous a embarqués sur des critères qui ne sont pas les bons. Et donc qui nous en conduisent vers des solutions qui ne sont pas forcément les plus pertinentes compte tenu de la situation. Absolument. Absolument. Parce que, bon, de temps en temps, en tant que papy, un peu sanguin, je pousse des coups de gueule. Ça m'arrive. Et j'en ai poussé un, assez, deux, trois peut-être, depuis quelques mois sur tout ce qu'on nous propose autour de l'éradication des passoires énergétiques. Puisque rien que le mot passoire, hein, on pourrait dire éradication des habitats non confortables. Et là, on ramènerait la notion de confort. Non, quand on dit passoire énergétique, c'est quoi une passoire ? Ben, c'est un récipient fermé dans lequel on a fait des trous et on a des fuites. Et c'est pour ça que ça passe. Et donc le simple fait de dire d'un habitat non confortable que c'est une passoire énergétique, c'est sous-entendre que pour qu'il ne soit plus une passoire énergétique, il faut fermer les fuites. Et pour fermer les fuites thermiques, il faut isoler. Ça fait des décennies qu'on nous oriente vers toujours ce fameux « il faut isoler, il faut isoler, il faut isoler ». Donc si on isole, on aura moins de fuites. Si on a moins de fuites, on pourra chauffer, ça coûtera moins cher. On n'en sort pas. Or, entre 2014 et 2016, du 1er janvier au 31 décembre, donc sur 3 ans, l'ADEME, donc qui est une autorité, je pense, assez peu contestable, hein, a fait faire une étude qui s'appelle TREMI. T-R-E-M-I, qui est disponible pour tout le public. Bon, effectivement, il y a 75 pages de rapport. Alors, c'est assez imbuvable. Enfin, encore que non, ils ont fait beaucoup d'efforts pour que ça soit accessible. Mais ça reste un rapport, hein, pour expliquer ce qui s'est passé pendant ces 3 années-là. Et pendant ces 3 années-là, il y a eu presque 20 milliards par année. Il y a eu, de mémoire, 58,6 ou 58,9 milliards d'euros dépensés en 3 ans. Donc ce n'est pas des subventions de l'État, hein, c'est ce qui a été dépensé. Oui, alors c'est ce qui a été investi pour contribuer à l'éradication des passoires énergétiques. Donc 20 milliards par année, ces 20 milliards, il y a effectivement des subventions, des aides, il y a les crédits d'impôt, il y a les intérêts nuls des prêts à taux zéro, donc qui ont été des économies réalisées, etc. Il y a les certificats d'économie d'énergie, et il y a le reste à charge. Le résultat de toutes ces dépenses, faites tout financement confondu. Et dans les dépenses, il y a bien évidemment l'isolation, la partie la plus importante, mais il y a aussi le renouvellement d'air, il y a aussi mettre des robinets thermostatiques, des vannes thermostatiques sur les radiateurs, changer la chaudière, changer les menuiseries, tout ça, toutes ces dépenses confondues, c'est 20 milliards par année. La grosse partie, c'est pour l'isolation. Et 20 milliards par année, c'est quand même pas une paille, quoi. Hein. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et donc, le résultat de ça, lorsque l'on prend, alors le seul baromètre d'analyse, le seul moyen d'analyse que l'on ait, c'est de se baser sur un descriptif d'un habitat avant transformation, avant travaux d'amélioration, et le résultat selon ce qui a été déclaré, qui a été fait. Et donc, en fonction d'une situation donnée, on est capable d'établir un diagnostic de performance énergétique. Qui a acheté ou vendu ou pris en location un bien habitable récemment, c'est ce qui est un diagnostic de performance énergétique, par ailleurs fortement contestable dans
sa qualité d'analyse. Bon, mais peu importe. Si c'est contestable avant, c'est contestable après, et si c'est contestable après, c'est contestable avant. Donc ça reste quand même comparable. Voilà. Et il y a quand même eu presque 10 000 biens rénovés qui ont été analysés. On peut dire que quand même là, on est dans une fourchette représentative de quelque chose. Voilà. Quand même, hein. 5% ont gagné 2 places dans le cadre d'un diagnostic de performance énergétique. 20% ont gagné 1 place. Ce qui revient à dire, si on le lit autrement, que 75% n'ont pas gagné de place. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas progressé, mais ils n'ont pas suffisamment progressé pour gagner 1 place. Avec des dépenses telles, pour un résultat aussi piètre, il y a quand même des questions à se poser. Alors, d'après toi, si tu étais aux commandes, qu'est-ce que tu proposerais? Alors, déjà,